Bonjour. Déjà, je voulais remercier chaleureusement les organisatrices et organisateurs de cet événement et je tiens à les féliciter. C'est quand même assez, assez stimulant. Moi, je vais essayer de porter une voix un peu plus du Sud. Il était beaucoup question, je vous écoute depuis tout à l'heure, d'Europe. Il ne faut pas oublier non plus que aujourd'hui, les migrations Sud-Sud, les migrations à l'intérieur des pays l'ancien tiers-monde, en voie de développement, sous-développé, je ne sais jamais comment les qualifier, qu'on appelle aujourd'hui du Sud, est aussi importante, voire peut-être plus importante que celle des migrations plus classiques des pays du Sud vers les pays du Nord. Et ça repose aussi, de certaine manière, les mêmes questions, les mêmes débats. Quid des Sénégalais au Maroc, des Nigérians en Libye, etc., etc. Un tiers de la population ivoirienne est migrante ou d'origine migrante, et il se passe aussi beaucoup de drames et beaucoup en même temps de choses assez stimulantes autour de ces drames qui font évoluer aussi d'une certaine manière ces États. Moi, ma proposition, c'est plutôt une proposition notionnelle de laquelle je tirerai un article. C'est la proposition de la notion de transmigration. Alors, je le dis bien, c'est une notion transitoire qui essaye de rendre compte de la réalité migratoire aujourd'hui de populations qui partent de chez elles sans autorisation administrative. Ils ne sont certainement pas des illégaux, mais ils sont des migrants qui n'ont pas le droit administratif de se déplacer, même s'ils ont le droit fondamental de le faire, puisque dans l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est stipulé notamment à l'alinéa 2 que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. La transmigration, c'est une forme de socialisation dans la mobilité. C'est ce qui permet à des migrants qui, une fois partis de chez eux, doivent se réorganiser en cours de route, de pouvoir donner du sens à la nouvelle réalité temporelle qu'ils vivent, qu'ils éprouvent d'une certaine manière. Lorsqu'on part sans visa, avec un projet migratoire plus ou moins bien ficelé, et que l'on doit passer étape après étape, pays après pays, frontière après frontière, péripétie après péripétie, au bout d'un moment, la temporalité submerge d'une certaine manière les marqueurs spatiaux, territoriaux. Euh, pour les personnes qui l'avaient anticipé dès le début, cela se passe de manière un peu moins compliquée, mais les personnes qui n'avaient pas anticipé, les personnes qui, par exemple, venant d'Afrique de l'Ouest et traversant le Sahara, espéraient se rendre en Europe à partir des ports méditerranéens du Maghreb, ou là, à partir du Maroc et des enclaves coloniales de Ceuta et Melilla, les gens qui ne l'avaient pas anticipé vivent très mal cette temporalité longue. Plus que les épreuves elles-mêmes, c'est le fait de ne pas savoir s'ils vont devoir rester là où elles sont, si elles vont devoir pousser plus en avant, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et aux frontières, comme ça a été si bien dit par Michel Agier, mais pas simplement qu'aux seules frontières de l'Europe. Hein, aujourd'hui, arriver en Europe, par exemple, est une expérience qui se fait de plus en plus loin de l'Europe géographique. On passe la frontière de l'Europe pratiquement au moment où on essaye de partir de son pays. Et on voit bien maintenant au Sahel, dans la zone africaine sahéro-sahélienne, on le voit en Turquie et au Moyen-Orient, on le voit bien sûr de manière encore plus claire aux portes de l'Europe méditerranéenne, que l'externalisation des contrôles pousse plus en avant les frontières européennes. Et les personnes donc qui essayent de prouver cela se densifient, il y a une densification de population aux frontières et se mettent à partager ensemble un certain monde commun. Pour être très clair, savoir passer le frontière est un savoir qui s'expérimente de plus en plus collectivement et de manière dramatique. C'est peut-être certainement ce qui nous réunit ici. Dramatique, les blessés, les humiliés, les amputés et malheureusement les dizaines de milliers de morts sont là pour témoigner directement ou indirectement de cette expérience contemporaine assez dramatique pour celles qui veulent passer les frontières sans autorisation. De ce fait, rapidement, le passage aux politiques, c'est-à-dire la nécessité de témoigner
de cette ignominie, la nécessité de dire ces drames, la nécessité de garder la mémoire des morts qu'on a laissés derrière soi, va entraîner au niveau de la transmigration un sentiment d'appartenance encore plus fort. C'est-à-dire que finalement, partir de même lieu ou de lieux qui se ressemblent, passer par les mêmes espaces ou des espaces qui se ressemblent, éprouver ensemble la frontière, et notamment la frontière européenne, et surtout subir les mêmes répressions, les mêmes violences d'État parfois, fait que l'on progressivement crée un sentiment, en tout cas, d'appartenance mobile, beaucoup plus important. Là-dessus, je n'ai pas le temps de m'épancher à travers des données empiriques ou des éléments très clairs. Je vais rester un petit peu, un peu plus général, mais c'est là-dessus que j'aimerais justement proposer un article qui ne sera pas du droit au sens juridique du terme, parce que ça a bien été rappelé, et, au niveau des constitutions où ont été ratifiées très clairement, où sont présentes les droits de l'homme, où les questions des droits des migrants en réalité sont une réalité. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas un droit national ou une constitution nationale que nous essayons d'écrire, mais peut-être justement quelque chose de beaucoup plus évanescent et en même temps de beaucoup plus puissant, parce que de beaucoup plus cosmopolitique. Ma proposition, à partir de cette appartenance liée à l'expérience migratoire, expérience dramatique comme je l'ai dit, mais expérience quand même, expérience d'émancipation, même à travers les drames, et expérience politique, puisqu'il faut témoigner de ces drames, et pour témoigner, il faut des relais. De la même manière que pour que les migrants puissent s'insérer dans un lieu, il leur faut des relais sociaux, il leur faut des personnes qui leur indiquent comment exister dans ces lieux, comment pouvoir y survivre. De la même manière qu'il faut des relais pour passer les frontières, il faut aussi des relais, des médiateurs pour témoigner des drames, et c'est là que commence de manière claire la politique. Ma proposition d'article est basée sur la proposition de kantienne, d'Emmanuel Kant, des droits cosmopolitiques. Kant nous disait, pour reprendre ces mots assez rapidement et pour conclure, que le droit de visite devrait être un droit fondamental et un droit que portent les individus. Mais ce droit de visite nécessite un droit ou un devoir, d'hospitalité. La question que je pose, quelle hospitalité possible pour des populations qui ne sont pas chez elles? Comment offrir l'hospitalité aux autres lorsque je ne suis pas chez moi? Ma proposition d'article est de dire je suis chez moi à partir du moment où je suis capable d'offrir l'hospitalité à autrui, où je suis capable d'offrir l'hospitalité aux nouveaux venus. Et j'ai le droit d'aller ailleurs parce que justement j'ai offert ici l'hospitalité à autrui. D'une certaine manière, la transmigration, telle que je la propose, réalise la figure que Georges Simmel décrivait, celle de l'étranger, aussi celle du juif errant, d'une certaine manière, de l'Europe du fin du XIXe siècle, parce qu'on ne sait jamais si l'étranger, pour Simmel, prendra place parmi nous. Les sédentaires ne savent jamais si l'étranger va rester là ou s'il poussera plus en avant son chemin. Mais pour reprendre la formule que proposait Braudel, finalement, ce sont les chemins qui font la ville. Aujourd'hui, je constate, à partir du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, où je mène principalement mes terrains de recherche, qu'il y a des cités cosmopolitiques d'exilés. Aujourd'hui, il y a des regroupements de populations, parfois dans les marges ou dans les quartiers périphériques, parfois dans les bidonvilles, mais qui réussissent à se connecter au monde à travers des relais humains, sociaux, mais des relais aussi politiques qui témoignent. Et j'appelle cela hospitalité. Et je pense que le devoir d'hospitalité est un devoir universel, est un devoir qui permet de dire que nous sommes au monde parce que nous sommes capables d'accueillir le monde. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions directement? Je sais pas. Yves, oui, je voudrais faire un commentaire sur l'intervention de Mehdi, merci, qui permet de revenir à ce que disait Étienne tout à l'heure.
Il me semble qu'il peut être intéressant, puisque depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, nous voyons que la question de l'hospitalité est revenue à l'ordre du jour. Il peut être intéressant de faire un peu comme Mehdi l'a fait, c'est-à-dire distinguer l'hospitalité et l'asile. Par exemple, moi je suis pas d'accord pour dire que l'hospitalité a disparu ou s'est effondrée. Ce qu'on voit précisément depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un retour de l'hospitalité. Alors du coup, il faut s'entendre sur, là encore, un petit peu s'entendre sur les termes. Je pense que l'hospitalité, c'est quelque chose qui peut être privé, public, semi-public, c'est quelque chose qui est dans la société. C'est nous, des gens qui accueillent d'autres gens de manière plus ou moins proche ou élargie. Et il y a quelque chose qui est un problème, c'est de prétendre, certains ont défendu cette idée-là, de prétendre que l'État lui-même peut pratiquer l'hospitalité, parce que ça voudrait dire que la nation est une maison et que l'État en est le propriétaire. Et en revanche, si on prend l'histoire de l'hospitalité depuis le début, on voit bien qu'il y a un moment où il y a eu un basculement qui s'est fait, qui peut-être se situe vers le Moyen-Âge ou le XVIIe, XVIIIe siècle, où il y a eu de moins en moins de recours à l'hospitalité privée et de plus en plus à des politiques d'État. Alors, à un moment donné, dans l'histoire, il y a des États-nations et les États-nations ont eu à la fois des politiques de contrôle territorial, des politiques migratoires et des politiques d'asile. Et donc là, ce que je vois dans ce que dit Mehdi, c'est s'il faut défendre l'idée d'un droit d'hospitalité ou d'un devoir d'hospitalité, ça n'est pas tant du point de vue de l'État, je dirais que c'est, pour revenir à ce que disait Étienne, l'État laissant à la société exercer son hospitalité. Et la société, avec cette politique d'hospitalité ou cette pratique d'hospitalité, faire pression sur l'État pour que lui applique l'asile, les institutions de l'asile, la politique de l'asile, etc. Voilà, c'est une nuance ou une complexité qui me semble importante parce que quand on regarde dans les détails, ce sur quoi on peut interpeller aujourd'hui les États-nations, c'est avoir des politiques d'asile, par exemple, mettre en œuvre le droit d'asile, donner davantage d'espace, des lieux dans lesquels des gens sont mis à l'abri, comme on dit, alors que aujourd'hui c'est plutôt mis à l'écart. Mais toutes ces idées-là de l'asile, au sens d'un lieu qui protège, reviennent de la responsabilité de l'État, alors que l'hospitalité est plus une pratique sociale, est plus une pratique familiale, même une pratique personnelle, qu'on peut étendre jusqu'à un certain point. Mais il y a un effet un peu faussement métaphorique quand on parle d'une politique d'État qui serait de la mise en œuvre de l'hospitalité. Je ne sais pas si Mehdi Alioua veut réagir. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ces propos. L'État, justement, n'organise pas l'hospitalité, sinon ça voudrait dire qu'il en est les propriétaires, il serait propriétaire de la nation et nous en serions les locataires. Ce que j'appelle hospitalité, ce n'est pas simplement la capacité d'accueillir chez soi, c'est la capacité aussi de passer le message et de témoigner pour les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je constate que de plus en plus, il y a non pas un peuple simplement qui manque, mais un peuple qui se constitue autour de la capacité d'être les uns avec les autres et non pas les uns par rapport aux autres. Le dedans et le dehors est ainsi beaucoup plus... Les frontières entre le dedans et le dehors sont beaucoup plus fluides parce que, la preuve, nous sommes maintenant en train de discuter. Alors certes, on a besoin, ou j'ai besoin d'avoir une bonne connexion Internet, ça a un coût, d'être équipé, j'ai besoin de parler une langue qui soit compréhensible pour vous, mais malgré tout, nous sommes aujourd'hui en train de contracter le monde et de faire apparaître un peuple qui existe, un peuple-monde, sauf que ces contours ne sont pas très clairs. Moi, ce que je propose, c'est l'idée qu'à partir du moment où les gens témoignent de ce
témoignent pour celles et ceux qui sont restés au bord du monde et se battent clairement pour les ramener dans le monde. Ils font acte d'hospitalité. C'est en cela que j'essayais de faire ma proposition d'article. Oui, oui, juste pour poursuivre, je suis tout à fait d'accord. Et l'hospitalité est politique en tant qu'elle devient une partie de la solidarité, donc, et non pas un exercice du pouvoir, quoi. Enfin, bon. Oui. Françoise Vergès voulait dire deux mots. Pas là-dessus, c'est tout ce qui a été dit. D'accord, parce que on a une proposition, mais si c'est une proposition. Non, c'est une proposition sur la question de la nomination, puisque ça revient très souvent. Je pense que la nomination, c'est quelque chose qui doit être pensé comme quelque chose de stratégique. D'abord, on se nomme, et on devrait avoir la liberté de se nommer, évidemment, de prendre un nom. Ça, historiquement, c'est extrêmement important. On le sait que les groupes où des personnes se soient nommées, se soient donné un nom qui brise quelque chose, une hégémonie. Et d'autre part, il y a aussi des moments stratégiques d'une nomination collective qui efface les différences pour se construire un contre-pouvoir par rapport à un pouvoir et dire nous sommes là, même si effectivement il y a 25 000 individualités, mais il y a quelque chose d'un nous qui se fait. Donc c'est cette question de stratégie pour ne pas être enfermé dans cette question de nomination. La nomination, elle est toujours stratégique dans les logiques d'émancipation. Elle n'est pas fixe, elle n'est pas à jamais, elle est toujours, mais il y a des moments, effectivement, on ne dira pas réfugiés ou migrants, parce que face au régime d'Assad, ça marquera quelque chose et ça entrera dans une logique dans laquelle on ne veut pas rentrer. Et pas seulement on ne veut pas, mais on refuse d'entrer. Et puis à d'autres moments, elle pourra être utilisée pour, dans la communauté européenne, faire peser sur des choses et faire en sorte... Donc je veux dire, c'est vraiment stratégique au sens où ça répond à des... Je veux dire, on n'est pas dans des choses fixées. Enfin, je dis une chose un peu banale, mais bon.